Et donc, on va passer à la communication suivante. Merci beaucoup. Donc, l'homme par qui tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui a pu être possible est Sylvain ici. Je rappellerai simplement notre première rencontre. C'est un peu du style des startups américaines célèbres. Il était dans le sous-sol du scanner Monceau et je ne sais pas trop bien ce qu'il bricolait. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi j'ai un problème. Il faut visualiser le pénis. Et il a tout de suite, ça l'a tout de suite intéressé. Mais il a visualisé bien d'autres choses après. Bon, Sylvain, raconte-nous. Bonjour, bien, merci d'être venu. Merci Ronald, merci Pierre-Claude de me recevoir. Donc là, je vais vous apporter quelques éléments de langage par rapport au métaverse et tout ce qui est jumeaux numériques. Parce que, effectivement, vous avez dû recevoir beaucoup, peut-être même un peu trop d'informations sur tous les réseaux sociaux. Et on vous promet beaucoup de choses. C'est vrai qu'il va se passer des choses, mais on va faire un peu le tri et puis on va vous expliquer comment tout ça est arrivé. Est-ce que je peux me permettre de t'interrompre et en m'excusant, est-ce que tu peux donner à tout le monde une définition claire pour tout le monde de ce qu'est pour toi le métaverse? Alors, il y a des gens qui sont dans le jeu vidéo qui vont donner une définition. Facebook va donner la sienne. La mienne, en fait, elle est très simple. C'est une scène 3D, tout simplement. Au lieu d'avoir un dessin en 2D, c'est juste un dessin en 3D dans lequel vous mettez des éléments. Et les éléments, ça peut être des voitures, ça peut être du corps humain, ça peut être une architecture, ça peut être une œuvre du Quai Branly, peu importe. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est comment vous êtes certain que votre interlocuteur va rentrer dans votre métaverse avec la même qualité d'image, que ce soit de l'éducation, que ce soit du diagnostic. Si vous n'avez pas la même qualité d'image, on ne parle pas de la même chose. Et aujourd'hui, les architectures de métaverse que vous voyez, on va en parler, ça date des années 90. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo, je ne sais pas, mais dans les années 90, on avait un jeu qui s'appelait Counter-Strike. Et en fait, on pouvait jouer à plusieurs. Et comment ça se passait en fait? Parce qu'on joue à plusieurs d'ailleurs dans le Fortnite pour les petits-enfants, pour ceux qui connaissent, GTA, les jeux AAA, comme on parle ça. Enfin, l'industrie du jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie au monde. Hein. Ils explosent tout le monde au niveau budget. Bref. Chacun travaille en isolation. C'est-à-dire quand on joue aux jeux vidéo, on a une copie du jeu sur son ordinateur, on joue avec et on envoie toutes les informations d'environnement à un serveur qui va renvoyer à tout le monde les autres positions des joueurs. Donc, ce qui veut dire que si c'est la célérité de la vitesse de la lumière qui est infranchissable, eh bien, si on doit utiliser la vitesse de la lumière pour pouvoir déplacer des objets, enfin transporter l'information pour les objets, on s'aperçoit qu'il y a une limite. On ne va pas pouvoir être des millions à jouer en même temps à un jeu vidéo. On va être juste une dizaine de personnes dans la même scène. Mais on ne va pas être des millions, parce qu'il y a cette barrière. Cette architecture-là, elle date des années 90. La plupart des startups, aujourd'hui, travaillent avec ces architectures-là. Et ça ne va pas aller du tout. Donc, je vais vous expliquer ce nous, on a développé comme architecture pour bypasser ça. Donc nous, on est français, on n'utilise pas de technologie américaine. On n'est pas écouté des Français non plus, pas pour autant. Mais c'est la première fois qu'on fait une intervention où on parle de ce qu'on fait et on parle de médecine qui est quand même un niveau un peu élevé parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi en médecine. On espère. Bah oui. Malgré tout. Bon, alors voilà. Donc je vais vous expliquer comment tout ça est arrivé. Tu as des algorithmes. En fait, je vais expliquer rapidement. Tu vas nous expliquer. Avec les éléments de langage que vous allez avoir. On est un peu nul là. Il faut que tu nous expliques. Non, vous n'êtes pas nul. C'est juste chacun a ses compétences, son domaine de compétences. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je suis pas médecin. Je peux voir des images en 3D. J'ai eu un cancer moi aussi, donc j'ai pu voir mon image. Je me suis pas fait mon taux de diagnostic, mais j'avais une meilleure compréhension de l'image parce que j'avais cette information, ces éléments de langage qui me permettent de comprendre. Donc c'est vraiment rassurant. Et ça, si tous les patients pouvaient avoir ça, ce serait bien. Mais ce serait bien aussi que les chirurgiens puissent discuter plus facilement aussi que les radiologues. Tiens, mais on savait pas parler de métaverse en fait. C'est comment je peux voir la même chose que ce que me donne mon radiologue. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. On vous donne un sérum, un CD-ROM, bref. Donc, je vais vous expliquer comment tout ça est arrivé. Tout le monde n'a pas le logiciel d'ICOM chez soi pour lire le scanner que te donne le service de radiologie. Pire encore, vous avez tous pas la machine pour le lire. Et on n'a pas la machine pour le lire. Et puis des fois, il y a plus. Donc c'est le bordel, quoi. Si je peux m'exprimer comme ça. On est tout à fait d'accord. Voilà. C'est un peu la foire à n'importe quoi. Bon.
Nous, en fait, ce qu'on a développé, c'est une plateforme cloud 3D. Cloud, pourquoi? Parce que le calcul est à distance. On va expliquer pourquoi le calcul à distance. Et du coup, on applique notre domaine à plein de choses. C'est dans le médical, dans architecture, construction, engineering, culture, fashion business. Tout le monde, tous ceux qui ont des fichiers importants à communiquer et à partager. Voilà. Et ça se fait au sein d'un métaverse. Vous générez votre métaverse et dans le métaverse, vous allez traiter des jumeaux numériques. Voilà les premiers éléments de langage. Si ça va trop vite, vous faites la main et puis je ralentis. Il n'y a pas de souci. Donc dans ma vie, depuis 20 ans, avant ça, j'ai fait d'autres choses. Je viens de la science, moi. Donc je suis plutôt chercheur plutôt qu'ingénieur, mais je viens de la science. Et il y a 20 ans, je me suis confronté aux problématiques de chargement de fichiers 3D complexes, notamment dans le médical, mais aussi dans d'autres domaines. Mais le médical, c'était quand même un petit peu ma danseuse, on va dire. C'était mon projet favori. Et en fait, on a développé un premier logiciel, puis un deuxième, et un troisième, et enfin un quatrième, qui est donc 3Dverse, celui dont on va parler aujourd'hui, qui a réglé les problèmes de limitation que j'ai vécu à tous les 5 ans pratiquement. Parce qu'en fait, le problématique des fichiers, comme vous le savez, c'est déjà la taille des fichiers. Avant, en scanner, on faisait 80 coupes, c'est bon, on en faisait tous les 20 minutes, donc on avait une vingtaine de patients par jour, on pouvait jouer au golf. Hein. Là, c'est fini, là. Là, vous appuyez sur le bouton scanner, il y a 800 coupes qui sortent, puis des fois, on fait un temps matériel tardif, comme avec Ronald, et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des millions de coupes à faire par jour, 120 patients. Ça, je parle des cabinets qui turbinent un peu parce que bon, la machine coûte cher, faut la rentabiliser, et on n'a pas suffisamment de radiologues, donc faut aller vite, quoi. Donc, le problème, c'est qu'on va se dire, bon, on va faire ça, pas de l'IA. Mais en fait, le problème, c'est que l'IA aujourd'hui, comme on le sait avec Jean-Marie, hein, ça démarre. Faut bien comprendre que c'est quelque chose de tout à fait récent. Et tout ça, ça vient en fait du jeu vidéo. En fait, tout ce dont on parle là, ça vient du jeu vidéo. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo, pour jouer, vous avez 30 images secondes minimum. Si vous n'avez pas 30 images secondes, votre cerveau il n'accepte pas le délire et donc il rentre pas dans le match. Et en fait, c'est pas jouable. En fait, c'est pas fun. Voilà, c'est saccadé. Il y a de la latence et puis vous voyez votre petit-fils qui tape sur la manette parce que c'est pas assez rapide, parce que votre débit il est pas là, quoi. C'est un peu ça le problème. Donc ça, c'est toutes les équipes qui ont parcouru sur les 20 dernières années. Et donc j'ai croisé le chemin de plein de gens formidables, beaucoup de GAFA évidemment, puisque eux, ils ont de la puissance, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque des choses. En fait, il leur manque certaines choses. Voilà, donc j'ai fait pas mal de publications scientifiques, on en retrouvera quelques-unes avec Ronald par-ci par-là. Donc je suis scientifique à l'origine, je veux dire, je ne fais pas les choses au hasard. Quand je fais quelque chose, il y a toujours un universitaire derrière, il y a toujours une académie, parce qu'il y a un problème d'éthique, il y a aussi un problème de... Faut pas faire les choses pour n'importe quoi, faut les faire, mais avec un peu de sens. Voilà, un peu de sens, un peu d'esprit. Voilà. Et en 2003, j'ai commencé à faire mon premier moteur, donc ça faisait des images comme ça. C'était artistique, c'était chouette. C'était pas vraiment diagnostic parce qu'il fallait toujours passer par des procédures mais j'ai fait juste pour du challenge technique, vraiment de la challenge technique. Et puis ensuite, on faisait plein de choses. Ça peut être pour le cinéma, pour la télé, pour de l'ingénierie, pour plein de choses. L'idée, c'était de visualiser en 3D. En 2009, en fait, au Saint-Père, ils m'ont proposé d'avoir un bureau. Donc, je payais un loyer et puis les étudiants pouvaient accéder à cette technologie pour pouvoir visualiser Valérie Pécresse sur ta photo là. Oui, en fait c'est très drôle parce que on a aussi Cosco Marissé, on a plein de copains que vous connaissez. Il y a notre Axel ami Kahn, Axel Kahn, Valencien. Enfin bon, voilà. En fait c'était une époque assez formidable parce qu'on était au 5e étage, tout le monde s'entendait bien à cette époque. Il n'y avait pas encore de cadavres. Donc et pourtant c'est des cadavres. Il y avait encore des cadavres. Mais ouais, c'est ça, c'était dommage. Voilà. Bon bref, en tout cas c'était une époque assez formidable et on a pu comparer la partie numérique avec la partie anatomique. Donc l'idée c'était vraiment de remplacer à terme, dans les années qui allaient venir, les dissections anatomiques par de la dissection virtuelle. Je dis pas remplacer totalement, mais voilà, en gros pouvoir disposer de ces modèles à distance, ces jumeaux numériques à distance. Et puis en 2011, j'ai fait une prédiction. Moi, ça arrive des fois, on est frappé par la foudre, paf, on a une prédiction. Et je me dis, mais les cartes graphiques qu'on utilise dans les jeux vidéo, on va les mettre dans des espaces déportés, c'est-à-dire dans des centres de calcul, pour que les gens puissent accéder à de la puissance de calcul avec des ordinateurs à $200 ou même $25. Parce que le problème aussi, c'est que les étudiants, s'ils n'ont pas un gros budget, ils se disqualifient par rapport à leur éducation. Si vous avez un gros ordinateur ou un petit ordinateur, vous n'avez pas la même image. Ça, c'est pas possible. Donc le fait de décaler le calcul, vous donnez la chance à tout le monde de voir la même image, la même expérience.
même pour le jeu. Aujourd'hui, si vous jouez sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, vous n'avez pas la même expérience parce qu'il est calculé à l'intérieur de la machine. On appelle ça du monolithique. En gros, tout ce qui est calculé dans la machine, vous pouvez oublier, c'est pas future-proof. Est-ce que le système de puissance de calcul, c'est un gros ordinateur très puissant ou bien un grid computing, c'est-à-dire une accumulation de machines en réseau? C'est presque ça, mais on va montrer l'architecture. Mais c'est presque ça. Mais ça va dans ce sens-là. Ça, c'était dans mon 3e moteur. Et quand j'ai vu qu'il y avait une limitation dont on va parler, on est passé à la 4e génération et c'est pour ça. Et ça, cette génération-là, on est les seuls à l'avoir. Et donc, en fait, il y a eu de la rencontre aussi avec Nvidia. En fait, je me suis retrouvé à une époque, à force de passer plein d'examens pour les musées, pour l'engineering, dont la construction et tout ça, il y a des gens qui avaient vu des images à la télé, ils se disaient, ah, mais vous ne pourriez pas nous numériser des diamants? Vous voyez, à Anvers, ça, la petite rue où il y a plein de diamantaires. Voilà, bon, c'est un peu ça. Ils ont des diamants de grande taille, gros comme le poing. Il y en a 12 qui sortent de mine chaque année. Ça vaut 20 millions de dollars en sortie de mine. Et le diamant, comme vous savez, c'est très très dur. Et si je le polis et que j'ai pas vu le crack qui fait 500 nanomètres, donc un demi-micron, le diamant il part en poudre. En fait, ça fait vibrer le diamant et le diamant il réalise la pression intérieure et pouf. Donc de 20 millions, ça passe à 0. Donc pour un diamantaire, c'est un peu embêtant. Et donc l'idée, c'est de voir à travers. Et donc j'ai utilisé le synchrotron, ce qu'on appelle du contraste de phase. On va au synchrotron à Grenoble, on va tirer sur le diamant. Ça supporte très très bien le tir parce que les filtres AR dans les accélérateurs, c'est du diamant. Donc ça allait très très bien. Et du coup, on pouvait faire un scan du diamant comme dans un scanner médical. Mais là, sauf qu'on a la lumière monochromatique, donc beaucoup plus propre que dans le scanner médical qui est polychromatique, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour l'humain. Et là, du coup, je vois un diamant qui fait 1 Tera de données, c'est-à-dire une brouette de 1000 DVD. Vous voyez, à l'époque, 1000 DVD, ça fait beaucoup, quoi. Donc, à charger dans la disque dur, ça prend 8 heures. Quand ça marche? Parce que des fois, ça marche pas. Vous savez, c'est informatique. Donc, des fois, on reste 3 jours sur sonde. Et quand j'arrive à voir David et Samuel avec mon disque dur, non. Voilà, il a votre disque dur, il est là, votre diamant. Le gars me dit, mais je vais pas me peler 8000 coupes de diamants comme ça, regardez quoi. Il a raison, il voulait une représentation 3D. Comment vous faites en 2009 pour lire un fichier de 1 Tera, donc 1000 DVD, dans une carte graphique qui ne fait que 1 giga, c'est-à-dire 1 DVD on va dire? Eh bien, on a fait un brevet avec la société qui s'appelle Nvidia. Et Nvidia à l'époque pesait 10 milliards, aujourd'hui pèse 650 milliards. Les cartes graphiques sont utilisées essentiellement dans le jeu vidéo. Et c'est là où on arrive au truc intéressant, c'est qu'ils ont même utilisé les cartes pour faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou de la crypto-monnaie, enfin pour tout un tas de raisons. Ces calculateurs sont très puissants, ils sont tout petits, et vous pouvez les acheter. Voilà. Seulement, moi l'idée c'était pas de les avoir chez soi, c'était de les mettre dans le cloud, pour les mutualiser, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà, un peu comme une bibliothèque. Bon, bah, tout le monde a accès à la bibliothèque, c'est beaucoup plus sympa. Et donc, c'était ça, la prédiction. Et à l'époque, personne n'a vraiment compris ce que je racontais. Bon, c'est pas grave, on était un peu en avance sur notre temps. Et le cloud n'existait pas. Enfin, si, il y avait le cloud de stockage. Vous stockez vos données, vos vidéos, mais pas le calcul. Personne ne pensait à se dire, mais tiens, stocker du calcul, ça veut rien dire. Ben si, aujourd'hui, on sait que les datas, c'est important. Les datas sont importantes parce que si on les classifie, on va pouvoir apprendre à chaque fois. Et c'est ça l'intérêt. Donc, c'était un petit peu en avance. Peut-être que certaines personnes disent, mais bon, t'as dit ça, mais surtout, t'as rien compris à ce que tu disais. Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous a permis d'aller taper des marchés qu'on n'avait pas imaginés, notamment l'impression 3D. En 2013, on s'était dit, mais c'est bien de l'avoir en 3D, mais ça serait bien de l'avoir aussi en matériel. Et là, la grosse société 3D Systems, qui pesait 10 milliards à l'époque, a acheté 15% de ma société. Et là, on avait à la faculté une imprimante 3D, ce qui m'est fait cadeau d'une imprimante, et du coup, on s'amusait à imprimer des modèles, et des modèles jeunes. Oui, parce que quand on fait du dentaire sur du cadavre 80-90 ans, c'est plus tout à fait la même solidité. Là, on peut avoir des modèles 30-40 ans, donc beaucoup plus jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce modèle de frittage, par exemple, de poudre, on a une texture et un retour de force qui est à peu près identique. Donc, du coup, on se retrouve avec des modèles qui vont pouvoir remplacer certaines opérations sur les cadavres. Voilà. Et c'est reproductible puisque tout le monde a le même modèle. Voilà, c'est plus... voilà, on n'est plus avec le hasard des sujets qui arrivent comme ça. Et en plus, on peut faire des démonstrations en public sans blesser personne et puis sans... voilà, c'est propre.
Donc, dans les années qui suivent, on est là en 2016, vous voyez, on est parti de 2000 à 2016, et là, on a des grands groupes, Microsoft, qui commencent à nous amener des lunettes HoloLens, à nous faire tester. On a TerraRecon, qui fait de la radiologie. Tous ces gens-là commencent à s'intéresser à notre technologie. Et puis, bien sûr, on est toujours en partenariat avec Microsoft, avec Nvidia, pour pousser la techno. Et c'est là que j'arrive à taper les limitations de l'architecture dont on parlait, c'est-à-dire mettre des PC dans le cloud, c'est bien. Mais en fait, c'est ce que font les gens aujourd'hui, c'est un PC, un utilisateur. Donc au niveau écologique, c'est pas super. Puis au niveau carré, c'est pas non plus super du tout, parce que du coup, si vous avez 10 000 serveurs dans votre cloud, vous ne pourrez pas nourrir plus de 10 000 personnes. Bon, si vous faites du jeu vidéo, il y a 20 millions de joueurs sur Fortnite, bah, il n'y a pas 20 millions de machines. Donc il fallait trouver une architecture qui permet de mutualiser tous ces calculs. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a commencé à faire ça pour d'abord des gens comme le Quai Branly, des petites opérations comme Avicenne pour montrer un petit peu qu'on pouvait faire de l'éducation à distance. Voilà, on a commencé un peu à modéliser. Et puis Abyss est arrivé et ils ont été assez dingues pour s'en lancer avec nous, parce que clairement aujourd'hui, vous dites on démarre, on a une société qui a à peine 2 ans, on lance un nouveau truc cloud. Bah, ils sont allés droit dessus et puis ils ont levé de l'argent, 3 millions cette année, et puis bientôt un peu plus. Et ils ont un produit qui sort une plaque en quelques minutes, alors que le concurrent il en a à quelques jours. En fait, l'avantage de travailler dans un métaverse, on va en parler, c'est que vous avez un seul espace, donc une scène 3D, et dedans vous pouvez mettre les objets, et en concurrence des humains, vous pouvez mettre des intelligences artificielles. Donc par exemple, vous chargez votre objet, donc vous n'avez même pas à vous soucier du format du fichier d'ailleurs. Hein. Parce que d'habitude, quand vous avez un fichier quelqu'un, c'est t'as quelle version? Ah non, mais c'est normal, c'est que t'es sur Mac. Bon, voilà, des trucs comme ça, c'est bête. Mais c'est vrai que pendant des années, ça nous a quand même un peu pollué. Donc là, en fait, on ne se soucie pas du format, on ne se soucie pas de la taille. Et on peut demander à des intelligences artificielles qu'on a programmées. Donc, mais c'est très facile à faire. Hein. C'est de la programmation que n'importe quel étudiant aujourd'hui sait faire. C'est du Python, du JavaScript. Vraiment pas des trucs très compliqués, quoi. Et ça tombe bien parce que les ingénieurs qui font des choses pas très compliquées, il y en a beaucoup plus que des gens qui sont très très haut niveau. Hein, c'est bien connu. Et puis ils sont beaucoup plus chers aussi ceux qui sont plus hauts. Donc là, on peut prendre des gens de qualité, voilà, qui vont se concentrer plutôt sur le métier plutôt que d'apprendre à programmer. C'est ça en fait ce que je voulais dire. Donc ils sont moins radicalisés dans le code, vous voyez, parce que au bout d'un moment ils sont tellement radicalisés qu'ils font des produits d'ingénieurs pour les ingénieurs, vous voyez. Donc je préfère travailler avec des gens un petit peu moins férus en technique, mais beaucoup plus à l'écoute au niveau du métier. Cela s'entend, voilà. Donc on a commencé à travailler avec Abyss sur la partie médicale, mais bon, ça s'est déployé avec les musées. Le Quai Branly, c'est 250 musées dans le monde avec qui ils travaillent, ils font de la restauration. La restauration d'objets, c'est le même problème que pour la chirurgie. Bah, vous avez un objet, il a eu des souffrances, il a eu des histoires, et donc on le passe au scanner et puis on va le restaurer. Voilà. Et puis ensuite, bah, après c'est parti assez rapidement, puisque en 2019, la 5G est arrivée à Monaco, et la 5G couplée avec une technologie de calcul déporté, vous imaginez, vous avez là une latence réduite entre le serveur et l'utilisateur. Donc là, vous avez vraiment une expérience qui devient vraiment très qualitative. Et du coup, on a développé après plein de projets, plein de cas d'usage, notamment les pompiers à Monaco. Les pompiers de Monaco, où il y a le feu. Ah, très bien. Ok. Alors, comment ça se passe aujourd'hui quand il y a le feu? Ben, si c'est un bâtiment qu'on connaît, on a un catalogue, puis on va chercher dans les pages le numéro d'alarme. Voilà. C'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que le petit truc là qui sonne là ici, ça, vous voyez là, c'est IoT, c'est un numéro. Donc quand ça sonne là, à la caserne, ils ont un petit carnet, ils regardent. Et puis une fois qu'ils l'ont, ils peuvent venir ici. Mais pour venir ici, il faut qu'ils mentalisent la scène. Un petit peu comme pour un chirurgien, il faut qu'ils mentalisent la voie d'abord, par exemple. Voilà, j'y connais rien en chirurgie. Hein. J'ai eu 2 au bac. Hein. Non, je plaisante, mais en gros, l'idée, c'est de mentaliser l'opération, voilà, ou la transmettre à quelqu'un. Donc le pompier, c'est un petit peu comme pour le chirurgien. Il faut réagir rapidement. Donc charger la maquette du bâtiment. On n'a pas le temps, il y a le feu. Donc si j'ai 40 minutes pour charger un fichier, c'est comme pour Netflix, j'ai pas le temps d'attendre que le film arrive, quoi. Donc c'est maintenant. Donc là, l'idée, effectivement, le pompier à Monaco, on a fait un film de l'opération qu'on a tournée l'année dernière. Il a accès instantanément à la maquette en 3D. Et il peut voir en transparent, comme au rayon X. C'est-à-dire il va y avoir tous les accès verticaux, les accès horizontaux, les points, des colonnes sèches, partout dans le bâtiment. Mieux encore, les pompiers ont une petite puce sur la jambe et on les traque à l'intérieur. C'est du tracking indoors, on sait où ils se trouvent toutes les 3 secondes au mètre près. On perd plus de soldats. On ne sait pas où c'est Roger qui est parti par ici, il s'est trompé de colonne. Notre-Dame, on s'est trompé de couloir, on revient, il n'y a rien, on dit c'était pas le bon couloir. Dommage.
Voilà, c'est un peu ça le problème. Quand on a un incendie, il faut réagir vite, il faut avoir une situation qui soit comme sur Battlefield, hein, pour l'armée, c'est le même problème. Donc dans un espace métaverse, quand il est bien architecturé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en monolithique, c'est pas chacun sur son isolation sur son PC, mais bien une scène 3D extérieure, on peut voir la même chose au même moment, en temps réel. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, si on l'a fait pour les pompiers, on peut le faire pour beaucoup de cas d'usage, quoi. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a plein d'appareils. Il y a des téléphones portables, il y a des casques, il y a des ordinateurs, il y a différents types d'ordinateurs. Ça consomme de l'énergie, ça a une batterie limitée, ça a une puissance de calcul limitée, ça a une empreinte écologique. Ça a différents systèmes aussi. La population, elle fait que monter, donc évidemment, les besoins sont de plus en plus importants. La 3D est omniprésente. On voit de plus en plus de 3D. Hein. On peut toujours faire de l'image en coupe si on veut, mais enfin bon, un cœur ou un cerveau, ou moi, un moteur, un V12, c'est en 3D qu'on l'interprète, pas en image en coupe. On l'a fait en image en coupe parce qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire quand le scanner est sorti, on sortait de l'image en coupe. Aujourd'hui, on fait la 3D. Donc, si on veut continuer à prendre sur l'image en coupe, c'est très bien, mais voilà. Ensuite, les données sont de plus en plus lourdes, parce que de plus en plus définies. On cherche à avoir de l'efficacité. Vous passez sur un IRM 1 Tesla à 3 Tesla à 12 Tesla, l'image n'est pas la même. Il faut faire toute une sémiologie, mais on voit du détail. En astronomie, c'est pareil. Les images qu'on a aujourd'hui sont d'une définition, c'est voilà, les images satellites, pareil. Il y a une grosse diversité donc des appareils et puis des profils d'utilisateurs différents. Donc, si on prend tout ça, comment ça se passe quand on veut faire du jeu vidéo aujourd'hui? Juste un exemple pour le jeu vidéo. En fait, on veut faire Lara Croft. Voilà, on est chez Eidos à Montréal, et puis il y a 300 développeurs. Chacun travaille en isolation. Ils ont une copie du jeu sur leur PC. Alors ils ont un gros PC bien gonflé, un PC qui coûte bien cher, et ils sont dessus, et ils programment dessus. Et tous les week-ends, alors ils font soi-disant la fête, mais en fait pas du tout. Ils doivent synchroniser toutes les données. Qui a utilisé Dropbox ici? Dropbox, ça vous parle? Bon, Dropbox, c'est un vrai cauchemar. Vous êtes 3, c'est le dernier qui a sauvegardé qui a raison. Et puis quand on s'est trompé, il faut revenir dans les versions précédentes. Vous voyez? Ben ça, c'est 300 personnes. Vous voyez? 300 personnes à travailler sur des maps, avec des personnages, des animations, des actions, de la physique, enfin plein de choses compliquées. Et quand on se trompe, c'est pire que pour un architecte qui a mis une poutre dans la salle de bain, quoi. C'est René, pourquoi t'as fait ça? Ben non, pour moi, il n'y a pas de salle de bain ici. Oui, mais il y a une poutre. Alors, c'est embêtant. Donc voilà, c'est ça. Donc le problème du master et de la synchronisation, c'est ça. Parce que ces technologies monolithiques, quand vous êtes en isolation, vous pouvez pas savoir ce que fait le voisin. C'est comme ça. La deuxième punition, c'est le build. Le build, c'est une fois qu'on a fait le master, dans la douleur, une fois qu'on a fini notre petit dossier sur Dropbox, on doit exécuter un programme qui va tourner sur console de jeu, sur téléphone portable, donc des appareils de différents usages, de différentes puissances. Et du coup, on va avoir un build, un exécutable par type d'appareil, par type de système. Donc là, c'est plus 300 personnes, c'est 2000 personnes qui bossent là-dessus, sans compter le support et la maintenance. Et quand vous avez un bug dans le jeu, ça vient d'où? Du déploiement, là, du build, ou ça vient du master? Si ça vient du master, là, ça craint. Franchement, ça sent pas bon. Et après, pour bien se finir, vous avez la distribution. Le build, il part chez Apple, il part chez Samsung pour être distribué. Et au passage, ils se prennent 30%. Donc pour faire un jeu AAA, ça coûte 500 millions de dollars. Donc vous avez une startup qui vous dit je vais vous faire un logiciel pour faire la chirurgie. Vous dites ouais, mais à quel niveau de détail on va avoir? Parce qu'un AAA, un jeu qui est photoréaliste, c'est 500 millions de dollars. Donc si tu as un budget de 200 000 dollars, tu me fais quoi pour ça? Ça va être un peu compliqué. On va avoir un produit qui va faire un joli POC et puis il va finir à la poubelle. Chez Abyss, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut bien voir le truc. On va être franc avec vous, hein. On est en 2016, je vois Arnaud Destinville, on est à la plage de Fouras, vous voyez, entre La Rochelle, en face du Père Fouras, tout ça, et qui me dit, on va monter une start-up à La Rochelle, dans le médical, start-up à La Rochelle, dans le médical, il y a de la régulation, La Rochelle, c'est quand même pas le meilleur endroit, c'est pas la Silicon Valley de l'Atlantique quand même. Bref, mais ils me disent, non, mais viens voir, on a une usine qui fait du standard. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, ouais, c'était sérieux, quoi. Des robots KUKA, de la machinerie, des procédures, et puis surtout de la régulation, quoi. Ils n'étaient pas là pour monter une start-up dans la santé, quoi. Ils étaient vraiment là pour faire un vrai business qui était le sur-mesure.
le sur-mesure, qui apporte énormément de bien en fait aux patients, mais aussi du confort pour le chirurgien. Et puis ensuite, il y a toute la chaîne d'apprentissage. Enfin, il y a toute une chaîne de valeur qui est vraiment géniale. On est en 2016. Et en 2018, une fois qu'ils ont réuni les fonds, ils ont quand même, on peut en dire, il y a quand même cramé 2,5 millions à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a des aides en France quand même. Ils ont un peu joué dessus, mais quand même, c'est quand même assez couillu, on va dire, face à des grosses boîtes qu'on connaît aux États-Unis. Ils ont fait quelque chose d'assez remarquable. Et en plus, ils ont été assez dingues pour travailler sur notre plateforme qui démarrait, quoi. Parce que le 3Dverse que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas celui qu'on avait en 2018. Et Jean-Marie était le premier en fait employé, donc le premier à mettre les mains dans le gambouis, à essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait, et ensuite à recruter des équipes. À La Rochelle, c'est pas facile de recruter parce qu'on est un petit peu plus loin que Paris, mais on arrive quand même à avoir les talents parce que c'est quand même un endroit super sympa. Voilà. Et puis finalement, le projet est sexy, relativement sexy. Voilà. Donc quand on a une bonne architecture, qui est une bonne équipe et un bon environnement, et en plus, ce sont des moyens qui sont pas non plus ridicules, parce que les moyens sont quand même là, on arrive à faire des choses. Voilà. Donc, c'est un très bon exemple. Donc, on va parler d'architecture. Donc, nous, en fait, vous imaginez une abstraction. Une abstraction, c'est-à-dire une scène, c'est vraiment une scène avec de la mémoire, du calcul, et tout le monde peut accéder dessus comme une caméra. Donc, en fait, vous êtes une caméra dans cet endroit. Quand vous voyez votre image dans vos lunettes ou sur votre ordinateur, en fait, c'est une copie de la caméra qui se trouve dans le monde virtuel. Et quand vous la déplacez ou quand vous bougez vos lunettes, les informations de déplacement sont envoyées au serveur 90 fois par seconde, donc à peu près 11 millisecondes. Et donc, du coup, j'ai un rafraîchissement à 90 images secondes. D'où l'importance des bons réseaux. 5G, un bon 4G ou une bonne fibre, ça passe. Mais en dessous, ça devient un peu compliqué, quoi. Nous, on mise tout sur les réseaux et le déport du calcul. Donc, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas une série d'ordinateurs, c'est pas une série de cartes graphiques. On appelle ça des microservices. C'est-à-dire que votre ordinateur, c'est un micro-ordinateur. Vous avez un système d'exploitation dessus. Quand vous voulez écrire bonjour, à une époque, moi que j'ai bien connu, il fallait envoyer des octets dans la base de registre pour... j'ai dit des mots qui étaient déjà très, très compliqués. Voilà. Donc en gros, Windows ou macOS vous abstrait toute cette complexité. Vous allez sur Word, vous tapez bonjour, ça écrit bonjour. Voilà. Ou, pour les plus fous, sur Python, on va faire bonjour 2040 et il va l'écrire en 2040 en position bonjour. Voilà. Dans le métavers, ça se passe comment aujourd'hui? Comment font les startups aujourd'hui? Ils utilisent des logiciels américains, Unity, Unreal par exemple. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils chargent Unity sur leur ordinateur, ils vont créer un espace sur leur machine, ils vont écrire bonjour dedans, ensuite ils vont compiler le build dont on a parlé tout à l'heure, ils vont l'envoyer sur le cloud. Donc, vous avez payé un ingénieur Unity, vous avez payé un ingénieur cloud, pour qu'enfin, quelqu'un d'autre qui se trouve quelque part puisse ouvrir une fenêtre et accéder à cette machine. En isolation, pareil, c'est une seule personne. Donc si on est à plusieurs, il faut recommencer la même chose. C'est-à-dire qu'il faut rouvrir une fenêtre, synchroniser avec un troisième serveur. Enfin bon, c'est un bordel pas possible. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce que vous voyez sur Internet, quand il y a un gars qui fait des lunettes et qui montre des images, dites-vous toujours, c'est quoi la latence? Vous êtes à combien? 11 millisecondes? 15 millisecondes? Personne ne parle de latence. Et la latence, elle est importante parce que s'il n'y a pas de latence, si la latence est mauvaise, il n'y a pas d'expérience. Et si le calcul est fait dans les lunettes, c'est quoi la puissance? Parce que les lunettes, c'est ça, hein. C'est ça en puissance de calcul. Donc, si vous voulez mettre un corps humain là-dedans, ça marchera pas, parce que la brouette de DVD dont je vous parlais tout à l'heure, elle ne jouera pas là-dedans. Donc, les gens, ils vont réduire la qualité d'image. Et du coup, vous avez l'impression d'opérer monsieur Dr Maboul. Ou monsieur Patate. Non, vous avez vu les images? Non, c'est décevant quand même. Vous prenez le casque, vous essayez, c'est pas bon. On cite personne, on se fâche pas. Non, mais ça va pas. Non, mais simplement, tu comprimes les données, non? Oui, tu les comprimes et tu les réduis. Est-ce que tu les réduis en qualité quand tu les comprimes? Voilà. C'est ça. Si par exemple tu dis, je suis pas informaticien. Mais ça se comprend, c'est du bon sens, tout simplement. C'est du bon sens. Voilà. Donc, quand vous avez une démonstration d'un petit jeune qui vous montre quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, dites halte là, quelle est ta résolution, quelle est ta latence, est-ce que le calcul est fait à l'intérieur et quelle est la fréquence. Voilà. Et après, il peut les rejouer à Dr Maboul s'il veut. Donc l'architecture c'est un peu compliqué, mais c'est ça en fait. Le problème, c'est que dans le cloud actuellement, ceux qui disent mais nous aussi on fait du cloud, en fait ils font une copie d'une machine, ce qu'on appelle une machine virtuelle, VM, virtual machine,
qui est dans le cloud. Mais entre chaque utilisateur qui va utiliser sa propre machine virtuelle, il faudra encore un autre serveur pour synchroniser. Donc c'est très gourmand, ça coûte très cher et c'est pas du tout facile à mettre en service. C'est une usine à gaz. Voilà. En gros, si vous voulez remporter Le Mans, vous prenez pas une Ford T. Vous avez Ford, vous êtes l'homme le plus puissant du monde, bah, il va falloir casser une voiture. Il va falloir fabriquer une Ford GT. Global. Sinon, les Italiens, ils vont te mettre des mines à chaque tour, quoi. Donc, il faut vraiment GPU, c'est quoi? adapter. GPU, c'est Graphic Processor Unit, contre le CPU qui est le coprocesseur, enfin le chip 7 qui se trouve ici. C'est un petit composant qui est tout seul et qui fait son calcul. Le GPU, lui, il fait des calculs en parallèle, donc il fait beaucoup plus de calculs, des calculs moins intelligents, mais il en fait beaucoup. Voilà, c'est pour ça que c'est supérieur au CPU. Et nous, voilà ce qu'on a fait. Donc là, je voulais vraiment schématiser. Vous avez un manager qui va gérer des cartes graphiques et des mémoires de manière transversale. Et donc, du coup, je vais plus te limiter en nombre de sessions, d'applications et d'utilisateurs. Et pour générer une application, je passe pas par toutes les étapes dont vous avez vu tout à l'heure. Je crée ma scène. Ma scène, c'est elle-même une application. Par exemple, Abyss est une scène, voilà, dans laquelle elle peut accueillir des images du format du scanner, dans lequel je peux exécuter des programmes intelligence artificielle qui vont me traiter cette image, repérer la facture, rapprocher la fracture, positionner les vis, déformer la plaque, enfin tout ça, tout ce chaînage-là, et puis un humain derrière qui va pouvoir valider chaque temps opératoire. Vous pouvez générer donc une application de planification de chirurgie comme ça, voilà. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de connaissance élaboré. Vous restez sur votre métier. Donc, pour toutes les applications que vous avez N utilisateurs. Et vous n'êtes plus du tout limité à télécharger des fichiers, télécharger des logiciels, parce que souvent on vous dit mais le logiciel il n'est pas à jour. Voilà. Tu le lis pas parce qu'il n'était pas à jour. Fallait être attentif. Bon bref, c'est un peu fatigant. Donc nous en fait on a des serveurs dans le monde entier qui nous permettent en fait d'être complètement agnostiques. Donc on n'est pas tributaire des GAFA. On travaille aussi bien avec les GAFA qu'avec les BATX, Beidou, Tencent, Huawei, Xiaomi. Mais aussi Orange, Flexible Engine. Enfin, Orange, c'est Huawei. Hein. Tout le serveur d'Orange, c'est Huawei derrière. Voilà. Donc, vous avez les microservices qui sont là. Hein. Il y a pratiquement 130 microservices. Donc, c'est pour ça que le président de la République a parlé de métaverse européen. Oui, mais je ne sais pas s'il a bien compris de quoi. Est-ce qu'il a compris? Non. C'est ça. En fait, pour vous dire un truc, j'avais rendez-vous avec Cédrico l'année dernière. J'avais rendez-vous le 4 avril. Avec qui, pardon? Cédrico, enfin le cabinet. Cédrico, le ministre. Cabinet secrétaire d'État numérique. Voilà. Donc, quand on parle de métaverse, c'est de quoi on parle déjà. Hein, c'est important. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. Effectivement. Et le problème, c'est que ces gens-là, une fois qu'on leur dit, nous, on a une solution, c'est français, il n'y a pas de technologie américaine dedans, il n'y a pas de moteur 3D américain, c'est notre moteur à nous. On l'a développé sur mesure, on l'a développé pour le cloud. C'est un peu comme si on avait fabriqué notre Ford GT à nous, vous voyez. Et la Ford GT, elle respecte la physique dans les virages, dans la ligne droite. La Ford T, non. Hein, un moteur qu'on fait en fonte, évidemment, il n'a pas les mêmes performances puis la même consommation non plus, qu'un moteur qui est dédié à ça. Voilà. Donc on casse tout. On casse tout, le moteur, le châssis, l'aérodynamique, les suspensions, la carburation, tout, voilà. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis pratiquement 2 ans. Mais parce qu'on s'était heurté à des limitations aussi au départ. Et parce que aussi j'ai rencontré Oussem Achouri chez nous, qui lui était dans le AAA. Il travaillait dans ces boîtes de jeux vidéo. Et tout le chaînage dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire un jeu vidéo, ça vraiment, ça le saoulait comme beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment très très lourd. On vous met une pression monstrueuse pour délivrer un jeu à Noël, et un jeu il faudrait 2 ans pour le développer. Alors c'est un truc qui va vous parler, une analogie assez simple, mais si vous voulez un enfant en 1 mois, ça sert à rien de prendre 9 femmes. Hein. Voilà. Donc si vous n'avez pas sérialisé les problèmes, ça marchera pas. Voilà, on va la noter cette phrase. Elle est enregistrée, attention. Oui, c'est comme ça. C'est Doucem, hein, il le dit lui-même. Bref, donc voilà. Donc aujourd'hui, on a des API et des ZK, donc ce sont des librairies qui permettent à tout le monde de développer. Le rêve qu'on a, ça serait que par exemple vous, en tant que chirurgien, vous dites tiens, j'ai une idée de procédure. Là, j'ai une procédure en tête, mais j'ai pas envie de m'adresser une SS2I qui va m'en coller pour 1 million à développer un logiciel qui marchera pas. Ce que j'aimerais, c'est le faire avec des briques qui sont déjà pratiquement certifiables. Et du coup, vous pouvez dire, ben voilà, dans mon logiciel, il y a un viewer radiologique. Donc déjà, je peux voir les images et je peux les voir à plusieurs, avec mon copain radiologue, mais aussi avec le patient ou avec un collègue chirurgien.
Un outil de segmentation. Par exemple, j'ai besoin de sortir les vaisseaux. Voilà, je veux juste les vaisseaux. Tout ce qui est autour, ça m'intéresse pas. Et puis des mesures, de la métrique, de la découpe. Et puis programmer, pourquoi pas, des petites IA qui vont faire des relevés métriques à ma place pour aller plus vite. Voilà. Donc pour ça, il faut que ça ait du sens. Et nous, il faut toujours qu'on s'en remette au métier, parce qu'on est des gens de la tech. Et donc, c'est vous qu'en fait qui devez décider de ce qui est pertinent ou pas. Et nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'avec Abyss, maintenant qu'on est vraiment très très partenaire, les questions, on les sérialise et on les pousse sur Abyss pour augmenter un peu la connaissance. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le métaverse, en fait, vous allez avoir aussi la physique déformable, la physique rigide, vous allez avoir l'éclairage, tout ce qu'on voit dans un jeu vidéo en fait, parce que ça doit être réaliste. Si c'est pas réaliste, c'est Dr Maboul quoi. Ça sert à rien. C'est comme pour les fashion business. Aujourd'hui, il y a des gens qui racontent qu'ils font des défilés de mode, mais enfin quand vous voyez les personnages, ça donne pas envie d'y aller quoi. On sent bien qu'il y a un peu de bullshit. Bullshit. Unity, voilà. Je connaissais. Codo aussi. Donc voilà, donc en fait on a un outil qui est efficace, qui est secure, parce qu'on peut pas voler les objets. Comme c'est calculé à distance, en fait vous n'avez que l'imagerie de votre caméra, donc vous pouvez pas copier l'objet. On ne va pas vous voler le dossier du patient, et encore moins, par exemple, pour les œuvres d'art, on ne va pas pouvoir les copier. On ne peut juste que les observer, mais pas les copier. C'est économique parce que comme on mutualise toute cette puissance de calcul, on n'a plus besoin d'acheter un ordinateur qui coûte trop cher. Et puis c'est pérenne parce que bon, je doute que l'avenir, c'est quand même, c'est plutôt une technologie. Je vous donne un exemple. Les cartes graphiques dont on parle là, la nouvelle carte qui va sortir l'année prochaine chez Nvidia. Vous voyez la taille de ma main là, vous mettez ça à plat, ça fait 350 grammes. Vous voyez ce que c'est que du beurre breton, c'est bien lourd, hein, c'est ça, 350 grammes. Pour l'alimenter, il faut 800 watts. Alors je vous dis pas grand chose, mais déjà un gros ordinateur c'est 350 watts, donc ça veut dire pratiquement 3 fois plus. Il faut 8 broches de plus pour le brancher. Ça consomme une énergie tellement dingue que je suis pas certain que vous puissiez faire fonctionner votre grille-pain quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, quoi. Enfin, en gros, ça consomme beaucoup trop d'énergie. Ça sera plus du tout disponible pour le grand public. Ça va être mis dans le cloud. Donc, si vous avez de la puissance de calcul, de la simulation et des choses qui soient de plus en plus définies, ça va forcément se passer en cloud à l'avenir. Là, on parlait des lunettes, 600 grammes, c'est un peu long quand même, mais si on veut des lunettes comme ça, donc ça, la prédiction pour moi, c'est dans 10 ans, peut-être un peu plus même. En fait, il peut pas y avoir de carte graphique là-dedans, il peut pas y avoir de batterie non plus trop importante. J'ai pas envie d'avoir aussi une mallette à côté avec la batterie des lunettes, quoi. C'est ridicule. Mais il y a quand même des constructeurs qui y vont, ils y vont quand même. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est un truc super simple, comme tout le monde, et on sait que le métaverse décollera le jour où il y aura des lunettes. Donc le métaverse, en gros, c'est pas pour demain. Ce sera peut-être pour après-demain, mais pas pour demain en tout cas. On peut y réfléchir, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de se mettre maintenant. Oui. Le cloud, les participants, les GAFA, ils sont partis il y a 20 ans. Donc quand on dit cloud souverain, c'est la flûte. Parce que les gars, ils sont partis il y a 20 ans. Vous imaginez une course où il y a 3 personnes, nous on est le 3e et ils sont déjà partis il y a 20 ans. On se dit, on va avoir notre cloud à nous. Non, c'est mort, c'est fini, ça s'est plié. En revanche, l'exploitation du cloud avec un environnement système 3D, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a personne qui a pensé. Ah si, il y a Google qui a fait une annonce il y a 2 semaines. Ils ont dit on va faire un operating system, donc un environnement système, comme un Windows, dans le cloud. Mais il ne sera pas 3D. C'est con. Parce que la 3D, c'est le futur. Il me semble que. Ou alors ils n'ont pas suivi le truc. Et il y a Apple qui sort l'operating system 3D, mais pas dans le cloud. Ouais, il n'y a personne qui a fait la patate avec les intersections. La théorie des groupes, ils connaissent pas. Ils l'ont fait où alors ? Dans la machine. C'est n'importe quoi. Là. Voilà. C'est la connerie. Oussem Achouri, qui est l'architecte de 3Dverse, lui, il a travaillé sur les lunettes chez Apple. Et effectivement, quand il a vu ça, au bout de 3 mois, il est revenu. Il a dit bon, c'est bon, les gens n'ont pas compris, on a un truc, on le tient. Le problème, c'est que nous, par exemple, pour les investissements, il faut bien sûr beaucoup d'investissements pour ça. Moi, je suis pas très fortuné, mais il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont, on appelle des investisseurs. Donc, on a passé 2 ans à voir les Français, les Européens. Et c'était une catastrophe. Alors non seulement ils comprenaient pas, vous savez la petite phrase du genre explique-moi comme un enfant de 12 ans. Écoute, un enfant de 12 ans comprendrait. Donc on va s'arrêter là. Et c'était comme ça que c'est passé. Et en fait voilà. Et là on a trouvé un fonds américain, donc c'est pour ça qu'il ressort à New York, qui a l'air de comprendre. Et puis ça a l'air d'aller. Puis sur des niveaux d'investissement qui sera la plus grosse levée de fonds en matière de tech dans ce domaine-là. Mais c'est dommage que ce soit des fonds américains et pas des fonds européens. Et puis c'est dommage que des gens comme le gouvernement continuent à rester sourds à ça.
Parce que c'est devant leur nez là. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on leur dit. Hein. Il faut qu'ils soient attentifs. Mais on a un operating system 3D. Personne ne l'a. Google c'est pas avant 2 ans et il est pas 3D. Et Apple c'est pas avant 2 ans et il est pas dans le cloud. Bon, je sais pas. Enfin, peut-être qu'ils lisent pas les mêmes journaux que moi. Peut-être qu'ils sont encore à Mickey Parade et puis T7Z. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Mais ils ont pas les bonnes remontées d'informations. Ils ont pas le niveau de langage qu'il faut. Et ça c'est un vrai problème parce que l'éducation des élites. Voilà. On va passer au sujet suivant. Voilà. Donc nous, notre parcours, c'est ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens comme Unity Unreal qui ont effectivement une très grosse communauté qui avance. Et nous, l'idée, c'est de partir sur le cloud. Et voilà. Et puis, ce que je voulais faire, rapidement, c'est des trucs, c'est peut-être une démo de. Oh, une démo, ouais. Ou non, en fait, on va faire une démo après. Si vous voulez, on a des lunettes avec Jean-Marie. Vous pourrez essayer directement le. Ah oui, on voit ça. Ouais. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, on va déjà applaudir parce que on a un peu eu l'impression de débarquer dans le métaverse. Vous êtes armé maintenant. On est armé. Vous avoir. Alors j'ai retenu les éléments de langage, c'est-à-dire l'operating system 3D dans le cloud, c'est ça? Exactement. Et c'est bon la synthèse? C'est exactement ça. Et il faut que je dise ça à Emmanuel Macron? Qu'ils comprennent ça? Je demande à ses copains, mais je ne suis pas certain, parce qu'en fait, la plupart dans la tech, les gens de la tech autour de lui sont des gens de la tech des années 90, mais il ne peut pas le savoir. Il peut pas le savoir. Mais il ne peut pas le savoir. Ben, on va peut-être, l'Académie de chirurgie peut peut-être l'informer. Mais les problèmes de sécurité. Alors, y a-t-il des problèmes de sécurité de fait que ça soit dans le cloud? Les problèmes de sécurité, c'est si vous donnez votre mot de passe. Voilà. Si vous donnez votre mot de passe, oui, là, vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème de sécurité parce qu'en fait, il n'y a plus de notion de fichier. Vous voyez, un fichier, quand vous tapez un Word et que vous passez par une clé USB votre fichier Word ou votre fichier PowerPoint, c'est un fichier. Ça a une en-tête, ça a une fin et au milieu, il y a des instructions. Voilà. Et c'est vos données. Quand vous l'envoyez dans le métaverse, il est explosé en une base de graphes, une base de textures, une base de coordonnées spatiales. Donc en gros, c'est une abstraction. Donc pour voler ce fichier, il faudrait reconsolider toute l'information et le retraduire en termes de fichiers capables d'être copiés et en format d'échange, vous voyez. Donc ça devient très compliqué. Donc pas besoin de crypto-monnaie, pas besoin de blockchain, tous ces trucs qui consomment beaucoup d'énergie, vous oubliez. Et l'avantage de passer par du graphe, c'est que ça se traite très rapidement et c'est très digeste par les cartes graphiques. Donc les temps de chargement sont extrêmement courts. Là, je vous ai montré la ville de Marseille rapidement sur une photo. Ça se charge en 6 secondes. Toute la ville de Marseille. Il y a un téra de données. Vous faites comment avec un ordinateur pour charger un téra de données? On revient à la boîte de DVD de tout à l'heure, c'est pas possible. Donc en gros, c'est une architecture qui a été vraiment créée et pensée pour ça. Et puis c'est des Français, quoi. Donc c'est un peu dommage que c'est comme ça, c'est la vie. On s'en occuper. Voilà. Merci. Le message va passer. Eh bien, Sylvain, merci. On va peut-être reprendre après. Alors.